Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Le Brexit, bilan 7 années plus tard, l'économie du Royaume-Uni est finalement nettement plus solide qu'annoncé. Pour Jeremy Hunt, ministre des Finances britannique, le résultat parle de lui-même. Je cite, le fait que le Royaume-Uni se soit redressé de la pandémie bien plus rapidement que ce qu'on pensait donne tort à ceux qui se sont déterminés à dénigrer l'économie britannique. Pour en parler avec nous, tenter de dresser un constat de la situation, Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit et contributeur pour la revue Front Populaire. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Michel Salmon, vous êtes docteur en économie et auteur de 2 abécédaires du Brexit, enfin en 2 volumes, une analyse approfondie d'une incroyable émancipation aux éditions des 3 colonnes. Alors Jean-Michel Salmon, économiquement, le Brexit quand il a eu lieu de façon effective, ça a été à peu près la même année que le Covid. Est-ce que économiquement, pour le bilan, ça n'a pas brouillé un peu les calculs, entre guillemets ? Oui, merci pour l'invitation et bonjour Charles-Henri. C'est effectivement une bonne question. Il faudrait, quand on dit ça fait 7 années à partir du référendum, évidemment, vous avez raison aussi de préciser que de manière effective, le bateau, le navire britannique a quitté l'orbite de l'Union européenne seulement à partir du 1er janvier 2021, à la fin de la période de transition sur toute l'année 2020. Donc en fait, les effets possibles majeurs du Brexit seraient à observer à partir de 2021, même si avant, par effet d'anticipation, on peut éventuellement penser que ça a eu des effets antérieurs, notamment on sait très bien que les investisseurs n'aiment pas l'incertitude, etc., n'aiment pas les changements des règles. Et donc là, il y avait effectivement une incertitude. Longtemps, les négociations étaient longues sur quelle forme le Brexit allait prendre. Donc ça peut avoir des effets un petit peu avant. Mais en réalité, c'est que 2021 et par la suite. Alors évidemment, ça arrive, c'est ce changement de cap britannique, dont l'éloignement par rapport au continent et à l'Union européenne peut être plus ou moins important selon les décisions qui sont prises par le gouvernement britannique, et on a vu qu'il a été assez souvent changé, et donc avec une volonté plus ou moins nette de s'éloigner ou au contraire de ne pas s'éloigner effectivement de l'orbite réglementaire institutionnelle européenne, même dans le cadre du Brexit et même dans le cadre d'un hard Brexit finalement. Donc tout ça est très très, le diable étant dans les détails, et en même temps évidemment on a 2 crises majeures inédites dans cette période contemporaine, la crise Covid tout d'abord effectivement qui a commencé en 2020, et puis par la suite la guerre en Ukraine et les sanctions des pays occidentaux qui ont été largement entraîné, disons des dommages auto-infligés, puisque ça a déclenché, enfin en tout cas ça a largement accéléré l'inflation, et donc ça coûte très cher, que ce soit sur le plan budgétaire ou sur le plan inflationniste pour les ménages, etc. Donc c'est très difficile de démêler, c'est le problème, ce qu'on appelle en analyse économique ou en épistémologie, l'attribution de la cause. L'économie britannique ne se porte pas extrêmement bien, la croissance est faible, il y a eu surcroît l'inflation, etc. Mais elle ne se comporte pas plus mal, et peut-être même un peu mieux que les pays de l'eurozone, et en tout particulièrement de l'Allemagne, qui aujourd'hui est analysée un peu comme le malade économique de l'Europe. Donc c'est très difficile de démêler, mais effectivement vous avez raison de parler de dénigrement, parce que j'en parle beaucoup dans la lettre Z de ce double volume sur le Brexit, de cet abécédaire, où je fais un peu le tour d'horizon, Z comme zen et son contraire, où je fais le tour d'horizon un peu de tous les journalistes, les hommes politiques, jusqu'aux célébrités qui parlaient du Brexit, et il y avait effectivement, on peut citer par exemple le suicide, selon l'Express, ou encore Bernard-Henri Lévy, le suicide des Britanniques suite au référendum. Donc un dénigrement total, tout sauf une approche scientifique et analytique, pour au final être obligé un petit peu de se dédire aujourd'hui. On va y revenir, mais parce que depuis le 1er septembre, donc il y a aujourd'hui quelques jours, les révisions statistiques font que d'une économie un peu plus faible que l'eurozone, aujourd'hui les Britanniques sont plutôt au-dessus. Voilà, je vais pas continuer trop longtemps, je vais vous laisser aussi partager. Restez avec nous, Charles-Henri Gallois, on revient dans un instant. Il est bientôt 8h, c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde.
Et nous sommes avec Jean-Michel Salmon, docteur en économie, auteur du Grand abécédaire du Brexit aux éditions des Trois Colonnes, ainsi qu'avec Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit et contributeur pour Front Populaire, pour évoquer le bilan du Brexit 7 ans plus tard. Charles-Henri Gallois, donc Jean-Michel Salmon l'abordait tout à l'heure, malgré les prémonitions, les prophéties destructrices après le Brexit, il n'en a pas été tout à fait ainsi. Est-ce que au moins les européistes en tirent quelques leçons avec un peu d'humilité, ou bien ils repoussent juste leurs prémonitions, leurs prophéties désastreuses? Mais je pense qu'il y a une forme surtout de déni. On parlait de dénigrement, je pense qu'il y a une forme de déni et il y a surtout une forme de propagande. J'ai envie de vous dire qu'on parlait au moment du référendum du Brexit de projet de la peur, parce qu'il s'agissait d'effrayer les Britanniques pour ne pas qu'ils votent en faveur du Brexit. Il y a eu ensuite un projet de la peur qui a continué entre le vote du référendum et la sortie effective. On a essayé d'effrayer les Britanniques, on a essayé de retourner leur vote en leur disant que ça serait la catastrophe. Et maintenant, il y a à nouveau un projet de la peur, un petit peu au Royaume-Uni, mais en réalité beaucoup en Europe, et notamment en France, où on essaye de nous dire « Regardez, le Royaume-Uni, c'est une catastrophe totale ». Alors évidemment, ça a été dit, le Royaume-Uni, comme à peu près tous les pays d'Europe, a des difficultés. Et d'ailleurs, je pourrais revenir sur ces difficultés tout à l'heure, si vous le voulez bien, qui, pour le cas du Royaume-Uni, n'ont strictement rien à voir avec le Brexit. Mais si on dit, il faut être sérieux, que c'est la catastrophe au Royaume-Uni, alors c'est l'apocalypse en zone euro. Et ça, bizarrement, on ne l'entend pas dans les grands médias qui essayent de nous vendre le récit de la catastrophe au Royaume-Uni. Pourquoi je vous dis ça? On peut parler de plusieurs indicateurs économiques. On a parlé de la croissance et à juste titre. La croissance britannique a été révisée, et c'est-à-dire que ça a été la première économie majeure d'Europe à retrouver un niveau d'avant-Covid, quand bien même avec toutes les mesures qu'ils ont prises, le Royaume-Uni était peut-être celui qui a le plus souffert du Covid. Si on prend les années 2021 et 2022, le Royaume-Uni a une croissance supérieure de 4 points à la zone euro et de 9 points supérieure à l'Allemagne sur ces 2 années cumulées. Et donc, encore une fois, si les mots ont encore un sens, si c'est la catastrophe au Royaume-Uni, c'est l'apocalypse en zone euro. Et vous pouvez prendre d'autres indicateurs, le taux d'emploi, le taux de chômage, qui est bien meilleur en fait au Royaume-Uni qu'en zone euro. Alors, par ailleurs, le Royaume-Uni, évidemment, n'est pas dans une situation extraordinaire. L'année prochaine, il prévoit une croissance qui est un petit peu inférieure à 1%, mais cela dit, on prévoit une récession en Allemagne. Et pourquoi, globalement, le Royaume-Uni a des difficultés qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Brexit? Il y a une situation qui est locale, systémique, antérieure, évidemment, au Brexit, qui est le fait que les Britanniques, vous le savez, la majorité de leurs prêts, ou beaucoup de leurs prêts, sont à taux variable. Et donc, avec la remontée de l'inflation et la remontée des taux de la Banque centrale anglaise, la Bank of England, eh bien, il y a beaucoup de particuliers, notamment, qui sont en difficulté avec des taux qui sont variables, alors qu'en France, la plupart des taux sont fixes. Mais ça, c'est lié au système. Il y a le fait que dans le mix électrique du Royaume-Uni, il y a une forte présence du gaz. Pas le cas en France, même si on souffre énormément du marché de l'Union européenne de l'électricité pour la fixation des prix. Ce qui fait que le Royaume-Uni, avec les sanctions, notamment vis-à-vis de la Russie, avec la montée des cours mondiaux du prix du gaz, a souffert évidemment de cela. Et il y a, d'une manière générale, le Royaume-Uni a souffert de l'inflation parce que la Bank of England, exactement comme la BCE, a fait énormément de création monétaire. Mais ça, c'était antérieur au Brexit, qui est effectif depuis 2021. Donc en fait, si on prend tous les problèmes, ou les problèmes principaux du Royaume-Uni à l'heure actuelle, ils n'ont pas grand-chose à voir avec le Brexit. Donc ça montre une mauvaise foi assez crasse des européistes qui cherchent à tout prix en fait à dénigrer le Brexit et à vouloir effrayer les peuples d'Europe qui veulent reprendre le contrôle de leur destin. Une réaction, Jean-Michel Salmon? Oui, je souscris parfaitement à tout ce qu'a dit Charles-Henri. Sur une radio confrère, le commissaire au marché intérieur, dont je ne citerai pas le nom, tout le monde le connaît, a encore martelé ces derniers jours l'Europe qui protège, l'Europe qui protège, l'Europe qui protège. Alors évidemment, si on sort de l'Europe, on est à poil, on n'est plus protégé, soi-disant. Mais en fait, les Anglais ont des qualités intrinsèques de gouvernance, c'est ce que reconnaît un peu à demi-mot, par exemple ici, Eric Albert dans Le Monde,
d'hier, et qu'à demi-mot, on reconnaît qu'effectivement, toutes les analyses ont été finalement erronées et que finalement, l'économie britannique se porte au pas plus mal que les autres. Alors, disent-ils, en dépit du Brexit qui reste nécessairement. Alors, dans ce cas-là, on va mobiliser certains économistes qui sont dans des institutions, des think tanks qui sont plus ou moins subventionnés d'ailleurs par les institutions européennes, et vont mobiliser des analyses un peu, on va dire, tordues pour le grand public. C'est-à-dire, on va inventer un pays imaginaire constitué de 22 autres pays réels dans sa composition statistique, qui est censé refléter à peu près le même rythme de croissance que les Britanniques avant le Brexit. Et puis aujourd'hui, on regarde comment se comporte ce pays fictif, et si les résultats de croissance sont un peu supérieurs à celles du Royaume-Uni, on va dire que voilà, le Royaume-Uni en réalité devrait être sans le Brexit 5% au-dessus de son PIB effectif. Mais bon, ça c'est vraiment des élucubrations statistiques qui n'ont aucune base théorique sérieuse, mais qui sont remobilisées systématiquement par tous les médias, parce que ça permet toujours de dire, même si les statistiques réelles du Royaume-Uni ne sont pas plus mauvaises, voire elles sont meilleures que dans la crise que celles de l'eurozone ou de l'Union européenne, ça permet toujours de dire que le Brexit fait mal. Donc on a systématiquement comme ça des tentatives méthodologiques un peu truquées, un peu très manipulatrices, où soit on va beaucoup parler des prévisions, parce que systématiquement les prévisions se sont trompées sur l'économie britannique post-Brexit en noircissant le tableau, des prévisions un peu lugubres, quoi. Et donc finalement, dans l'effectif, on s'est rendu compte a posteriori que les prévisions étaient erronées et que la situation était meilleure. Et puis on a même eu des changements de mesures même du PIB, on en a parlé. Et puis donc pour finir, si jamais, une fois qu'on a révisé les prévisions, une fois qu'on a révisé la mesure réelle du PIB, qu'on constate que l'économie britannique se porte pas si mal par rapport au continent, eh bien on va cette fois-ci mobiliser encore en disant, faire une analyse dite contrefactuelle, mais assez bidon sur le plan méthodologique, qui consiste à dire, sans le Brexit, l'économie britannique irait un peu mieux. Et Charles-Henri Gallois, on entend même que les Britanniques seraient à 60% pour revenir dans l'Union européenne, et que si un nouveau référendum serait appliqué, les Britanniques voteraient pour un retour dans l'Union européenne. Est-ce que c'est envisagé sur la scène politique anglaise ? Alors officiellement non, on sait que le Parti travailliste avait fait campagne en faveur du maintien assez massivement, même s'il y avait des gens au sein du Labour qui étaient en faveur de la sortie. Et officiellement, même le Labour, qui est favori des sondages pour la prochaine élection générale, explique qu'il ne souhaite pas revenir dans l'Union européenne. Mais les sondages, il faut toujours les prendre avec des pincettes, parce que c'est le reflet de l'opinion à un moment T. C'est-à-dire que les Britanniques aussi ont un matraquage absolument quotidien pour leur dire que tout ce qui ne va pas, tous les problèmes, quand bien même ça n'a absolument rien à voir avec le Brexit, j'en ai parlé, l'inflation, le prix de l'énergie, on va leur expliquer que c'est de la faute du Brexit. Donc forcément, ça peut retourner l'opinion. Mais les sondages, c'est l'opinion à un moment T. Et entre-temps, s'il y avait la possibilité de rejoindre, j'ose espérer que ce serait via un référendum. Et un référendum, il y a une campagne. 1 an avant le Brexit, les sondages donnaient le maintien dans l'Union européenne à 66%. Entre-temps, il y a eu une campagne avec des arguments qui ont permis d'éclairer les Britanniques, d'avoir les enjeux, les avantages, les inconvénients d'une sortie et d'un maintien dans l'Union européenne. Et in fine, vous connaissez le résultat, les Britanniques ont voté pour la sortie à 52%. Donc on voit bien que le sondage de 66% à l'époque pour le maintien était complètement biaisé, il n'était pas le reflet de la réalité. Le seul vrai sondage, en réalité, c'est le vote. Et je rappelle que les Britanniques ont voté 3 fois pour la sortie de l'Union européenne. Ils ont voté une première fois lors du référendum de 2016. Et juste après ce référendum, les européistes, comme à chaque fois, ont essayé de retourner le vote. C'est un scandale démocratique sans nom. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis des bâtons dans les roues. C'était Theresa May qui était Premier ministre. Et Theresa May avait fait campagne en faveur du Remain. On ne peut pas dire qu'elle ait fait des négociations assez énergiques pour la sortie, et le Brexit était en train de s'enliser. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nigel Farage a repris son bâton de pèlerin, il est revenu dans l'arène politique pour les élections européennes de 2019, et il a dit, écoutez, il avait créé un parti, il était au UKIP avant, il a créé le Brexit Party, et le Brexit Party, c'était tout simplement pour respecter le résultat du Brexit
et ils ont mis une pâtée électorale. Ça a été le premier parti. Le parti conservateur était descendu à moins de 8%, qui était un plus bas historique. Et donc, en votant pour Nigel Farage, les Britanniques ont voté une deuxième fois en faveur du Brexit. Et après, il y a eu un troisième vote en faveur du Brexit. C'était l'élection générale où Boris Johnson avait comme slogan absolument aucune ambiguïté « Get Brexit done », traduit en français « Faisons le Brexit ». Donc, en réalité, les Britanniques ont voté 3 fois en faveur du Brexit. Donc c'est un peu fort de café d'essayer de nous expliquer maintenant qu'ils le regretteraient. Je pense surtout qu'il y a un déni général des européistes. Ils devraient regarder un petit peu les promesses lors des référendums et la vraie vie. Enfin, je veux dire, pour le référendum du Brexit, vous en avez un peu parlé, mais ils expliquaient que le marché boursier allait s'effondrer, que l'immobilier allait s'effondrer, qu'il allait y avoir une récession inéluctable au Royaume-Uni. Absolument rien de tout ça s'est passé. A contrario, les mêmes européistes qui en France, lors du référendum du traité de Maastricht, vous expliquaient que l'euro porterait plus de croissance, moins de chômage, moins de dette publique. On peut se pincer et rigoler aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut vraiment regarder les promesses des référendums et la réalité. Et la réalité, c'est que ceux qui ont systématiquement menti et trahi les peuples, ce sont les européistes. Oui, vous voulez réagir, Jean-Michel? Oui, Charles-Henri connaît très très bien le sujet, c'est flagrant. Mais, oui, en parlant justement en termes de finances, le Royaume-Uni avait plus intérêt d'ailleurs à la sortie de l'Union européenne pour la bourse de Londres, etc. Pour éviter les réglementations européennes, notamment. Oui, ou les définir sur mesure par rapport à leurs propres besoins. Et là aussi, c'est un autre sujet dans le sujet qui est traité aussi dans un chapitre de mon ouvrage. Que n'a-t-on pas entendu sur le fait que la City allait perdre le marché européen, etc., et sa place financière. Et en réalité, déjà, il y avait des analyses contre le mainstream qui montraient que ça n'allait pas être le cas pour une raison assez simple qui est liée à la liberté de circulation des capitaux. Mais c'est un autre sujet. Donc oui, je disais, Charles-Henri connaît très très bien son sujet, il a parfaitement raison dans tout ce qu'il a dit, je souscris à chaque mot. Néanmoins, les européistes n'en ont cure. Et alors, ils profitent sur le fait que, effectivement, c'est quand même une situation économique, une trajectoire difficile que traversent tous les pays, que ce soit les pays émergents, les pays développés ou les pays pauvres. Période très difficile, conjoncture qui se maintient un peu, qui est très difficile, même si on a quand même une période de désinflation qui commence à se faire sentir avec notamment la contraction monétaire, etc., qui pose d'autres sujets. Donc, néanmoins, donc les européistes n'en ont cure et ils passent leur temps à mettre dans la tête, à travers les médias, évidemment, mettre dans la tête des sujets britanniques que tous les problèmes qu'ils rencontrent en ce moment, on revient à le premier sujet tout à l'heure, l'attribution de la cause. Et effectivement, à force d'être martelé, les gens considèrent que ça va mal. Donc, ce que fait un électorat en général quand ça va mal, il veut changer les choses. De là à retourner dans l'Union européenne, c'est évidemment un autre sujet. Il faudra, et bien évidemment, un référendum. Sur le Parti travailliste, ce qu'on peut rajouter pour compléter ce qu'a dit de manière tout à fait pertinente Charles-Henri tout à l'heure, c'est que le leader Keir Starmer, le leader travailliste, ces derniers jours, a plaidé ou même a annoncé qu'une fois au pouvoir, il allait renégocier un accord commercial avec l'Union européenne pour qu'il soit plus efficace. Alors, c'est quand même là aussi beaucoup de manipulation parce que tout en disant qu'il ne veut pas faire revenir le Royaume-Uni ni en union douanière de l'Union européenne, ni dans le marché unique. Alors, ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose à gratter parce qu'on est quand même dans un cadre d'un accord de commerce de libre-échange sans quotas, sans droit de douane, etc. Inédit par son ampleur et sa couverture produit dans le monde entier. Donc, c'est là encore une annonce assez manipulatrice et il annonce comme possibilité d'améliorer. Alors, en fin de compte, c'est pour s'aligner sur les règles européennes en matière vétérinaire, par exemple, ou encore en matière de qualification, de reconnaissance de qualification professionnelle. On voit très récemment que, in fine, les Britanniques ont pu rejoindre le programme Horizon, le programme de recherche horizontal européen. Une idée, le fait était que c'était quelque chose qui avait été négocié. L'Européen avait dit qu'effectivement le Royaume-Uni reviendrait à l'horizon, mais ils s'y sont opposés. Donc eux-mêmes, quand ils critiquent le Royaume-Uni qui ne respecterait pas ces accords, l'Union européenne n'a pas fait autre chose sur le programme Horizon pendant quelques années. Mais ça veut dire que macroéconomiquement, vous changez un peu les règles vétérinaires, vous changez un peu les règles de qualification professionnelle, ce genre de choses. Sur le plan macroéconomique, c'est du small fish, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, ça ne va pas changer tellement grand-chose. Donc là aussi, de nouveau, comme lors des
élections de 2019, la position du Labour sur la problématique va être très intéressante l'année prochaine parce qu'elle ne tient pas la route. Très bien, Charles-Henri Gaulois, on a parlé tout à l'heure des difficultés auxquelles font face les Britanniques. Il y a eu une très forte hausse de l'énergie, notamment en Angleterre. Les Britanniques ont beaucoup souffert de la crise du Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces difficultés ? Parce qu'évidemment, le tableau n'est pas tout rose. Oui, évidemment, le tableau n'est pas tout rose. Comme je l'ai dit, il y a effectivement cette difficulté du coût de l'énergie. Beaucoup de Britanniques se chauffent notamment au gaz et avec le prix, et l'électricité aussi au gaz, et avec le prix actuel, ont beaucoup souffert. C'est la même chose avec les fameux taux variables pour ceux qui ont notamment des prêts immobiliers. Mais ce qu'il faut avoir en tête, et un chiffre qu'on n'a pas, et je pense que ça intéressera vos auditeurs, ça intéressera tous les Français, c'est que effectivement au Royaume-Uni, comme en zone euro, il y a de l'inflation. L'inflation au Royaume-Uni, les derniers chiffres, d'une inflation à 6,4%. Sauf que les salaires ont augmenté de 8%. Et donc, ça veut dire que c'est un gain net de pouvoir d'achat. En France, si on prend l'inflation harmonisée, celle d'Eurostat, parce que l'INSEE donne une inflation qui est un peu plus basse, l'INSEE donne 4,9%, mais l'inflation harmonisée à 5,7% en France. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes et beaucoup de salariés qui ont des augmentations ne serait-ce que supérieures à 5% en France? Ça n'existe pas. Et donc, c'est-à-dire que les Britanniques, par les hausses de salaire, ont une augmentation du pouvoir d'achat ou à minima un maintien du pouvoir d'achat, là où en France, c'est un appauvrissement généralisé. Et donc là, encore une fois, quand on nous dit que ce serait la catastrophe en France ou la catastrophe pour les Britanniques, oui, c'est dur pour les Britanniques, mais c'est extrêmement dur et beaucoup plus difficile, malheureusement, pour les Français et plus généralement, d'ailleurs, pour tous les pays membres de l'Union européenne. Je veux dire, en Allemagne, la situation est relativement catastrophique. Oui. On peut même, pour appuyer ce que vient de dire Charles-Henri, cette fois-ci, pour le coup, faire le lien avec le Brexit sur ce sujet des salaires réels, oui, mais un lien positif, du point de vue des bénéficiaires de salaires, en tout cas des salariés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le Brexit a eu comme objectif aussi de sortir du marché unique, donc de ralentir l'immigration intra-européenne, ce que les européistes n'aiment pas appeler immigration, en disant que c'est la libre circulation des travailleurs dans le marché unique. Bon, ok, peu importe la sémantique, mais c'est de l'immigration in fine, et donc ça donnait une armée de réserve énorme et une offre de travail surabondante en permanence sur le marché du travail britannique, qui fait que les salaires à l'époque déjà, ce qui fait que les salaires étaient systématiquement au ras des pâquerettes. Et puis le changement de braquet grâce au Brexit de faire effectivement plus la Covid qui est venue, qui a raréfié la main d'œuvre un peu partout en Europe aussi, le fait que du coup les tensions sur le marché du travail sont telles que effectivement c'est par nature, enfin n'importe quel étudiant de première année en licence d'économie il va apprendre ça, il va y avoir un effet de raréfaction de l'offre de travail pour une demande inchangée, donc les salaires augmentent. Et donc c'est là, pour le coup, le Brexit a un effet positif pour les salaires, et en particulier, effectivement, Charles-Henri a raison, les salaires réels sont parmi les pays occidentaux aujourd'hui en Grande-Bretagne, là où ils se comportent le mieux dans la crise, au bénéfice des salariés britanniques, et évidemment aux dames, on pourrait dire, aux grandes dames parfois des employeurs qui voudraient revenir et qui pèsent lourdement sur la sphère politique pour qu'on revienne à ouvrir les vannes de l'immigration pour soulager leurs coûts salariaux. Oui, mais il faut savoir que faut se poser la question à qui est destiné le système économique, évidemment. Et de ce point de vue, c'est là aussi le Parti travailliste est encore à la ramasse sur le plan de sa stratégie, parce que son cœur de métier, c'est quand même défendre les travailleurs. Et là, en voulant revenir systématiquement à l'ancien système, en fin de compte, les travailleurs ne s'y étaient pas trompés. Charles-Henri l'a signalé en 2019, ils ont voté massivement une victoire électorale historique par rapport aux dynamiques politiques du XXe siècle de Boris Johnson et des Brexiteurs, précisément parce que dans les zones du centre ou du nord de l'Angleterre, le fameux Red Wall, les travailleurs ont compris que les travaillistes ne les défendaient plus, donc ils ont voté le Brexit. Et en fait, on a eu un exemple... C'est là où on voit... Pardon, allez-y, Charles-Henri. Je vais ajouter un point là-dessus, c'est là où on voit le lien aussi avec la France et l'immense arnaque. On voit avec, je ne vais pas le développer beaucoup, mais avec Lampedusa et le reste, qu'en fait, on ne peut pas du tout contrôler l'immigration dans le cadre de l'Union européenne, donc on cherche à gérer comme ça. Et vous voyez, dans la dernière loi du gouvernement, ils cherchent à régulariser notamment les travailleurs sans papier, ou à même faire venir de l'immigration additionnelle pour les métiers dits en tension. Le sous-jacent, d'ailleurs, étant assez répugnant, c'est de dire, regardez, pour ce type de métier, les Français ne veulent pas faire ces métiers durs, etc. Le fameux poncif, oui. Mais en fait,
Sur les métiers. Voilà, les alors métiers qu'en réalité, c'est une façon, comme ça a été dit très justement, de faire pression à la baisse sur les salaires. Au Royaume-Uni, quand il y a eu des tensions, notamment, je pense aux chauffeurs routiers, on nous expliquait que les Britanniques voulaient pas faire chauffeurs routiers, donc il fallait faire venir des Polonais ou des Hongrois. Bizarrement, quand il n'y en avait plus et que les salaires ont quasiment ont augmenté de manière assez conséquente, je crois qu'ils payaient quasiment 60 000 ou 80 000 euros par an un chauffeur routier. Bizarrement, il y a beaucoup de Britanniques qui ont voulu faire chauffeur routier. Et ben en France, en fait, on fait cette arnaque de vouloir faire venir toujours plus d'immigration pour les métiers en tension parce que ce sont des métiers difficiles, mal payés. Bah, bizarrement, si vous les payez un petit peu plus, il y a beaucoup de Français qui vont vouloir faire ces métiers-là. Donc, il ne faut pas se tromper. Ça fait un lien très intéressant avec la politique que nous subissons à l'heure actuelle en France. On peut noter d'ailleurs que l'histoire d'amour, en quelque sorte, entre les travaillistes et l'Union européenne, c'est un peu surprenant parce que l'Union européenne est quand même un programme libéral au départ, c'est souligné notamment par beaucoup d'économistes ou d'hommes politiques de gauche, mais en réalité ça remonte jusqu'à Delors à l'époque, après la période où Margaret Thatcher avait réussi à durcir et à casser l'outrance syndicale à l'époque qui bloquait complètement l'économie britannique. En réalité, Delors avait fait ce tour de passe-passe qui au final a fini par a contribué à faire chuter la Dame de Fer d'ailleurs, que l'Union européenne allait être, disons, l'arme, en tout cas l'atout majeur des travailleurs et des travaillistes pour s'opposer à la politique ultralibérale de Margaret Thatcher. Alors c'était peut-être vrai de manière conjoncturelle, mais en réalité, on sait très bien que l'Europe sociale, c'est un écran de fumée, et que de ce point de vue-là, les travaillistes britanniques continuent à penser à défendre les travailleurs via l'Union européenne et le marché unique et l'intégration politique, et c'est une hérésie totale. Sur le plan analytique, c'est assez dingue. C'est ce qui mène des partis très à gauche économiquement, que ce soit évidemment Jean-Luc Mélenchon qui a encore appelé à régulariser les travailleurs, mais même le nouveau parti anticapitaliste où Philippe Poutou ne remettent jamais en question la libre circulation des personnes et des capitaux au sein de l'Union européenne, alors même que ça alimente un dumping social interne. Absolument. Et Charles-Henri Gallois, est-ce qu'en France, à quoi ressemblerait un Frexit s'il était appliqué en France? Alors évidemment, il est dans aucun programme politique et aucune ambition politique de quelconque candidat majeur en France, mais à quoi ça ressemblerait en France? Je vais vous surprendre, en fait, le lendemain du Frexit, comme il y a la continuité juridique, il se passerait du Frexit où il se passerait absolument rien. Ah oui, c'est-à-dire que le Frexit, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement un moyen, c'est pas une fin en soi, c'est une condition nécessaire mais qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire que demain, vous faites le Frexit, vous reprenez le contrôle. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'une autre politique économique et sociale, vous pouvez enfin décider de votre politique énergétique, vous pouvez enfin décider de votre politique commerciale, migratoire. Mais dans les faits, quand vous sortez le lendemain, c'est la même chose. La seule différence, c'est que vous avez toutes les mains, toutes les clés en main. On parle de la question de l'immigration. Vous pouvez très bien décider, si vous sortez, de garder les mêmes règles migratoires de l'Union européenne. La grande différence, c'est que comme tout est au niveau national, d'ailleurs même un gouvernement qui déciderait de maintenir la même politique, la différence c'est que la prochaine élection, vous pouvez le virer et vous aurez demain un autre gouvernement qui pourra lui appliquer et qui aura toutes les cartes en main pour appliquer une politique migratoire qui sera ferme. En France, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que toutes ces grandes politiques dont j'ai parlé sont définies et gravées dans le marbre dans le cadre de traités de l'Union européenne qui se changent à l'unanimité. Donc il faut arrêter de raconter des salades aux Français. Vous ne changerez pas l'Union européenne, vous n'allez pas réformer l'Union européenne de l'intérieur, vous n'allez pas contrôler les flux migratoires à l'intérieur de l'Union européenne et encore moins à l'intérieur de l'espace Schengen. Et donc évidemment que c'est la condition première de reprendre le contrôle pour pouvoir baisser drastiquement les flux migratoires, pour pouvoir avoir une vraie politique énergétique indépendante, notamment via le nucléaire, pour avoir une politique économique et sociale qui protège les Français, pour pouvoir réindustrialiser le pays. Tout ceci, c'est un programme politique et il faut le faire ensuite, mais vous ne pourrez pas le réaliser tant que vous n'aurez pas repris les manettes. Donc le Frexit, en fait, c'est la condition qui rend tout possible, mais il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Encore une fois, le lendemain, vous avez continué de juger, le lendemain, concrètement, il ne se passe rien, ce qui est d'ailleurs un argument contre le projet de la peur, c'est-à-dire que concrètement, le lendemain, il ne se passe absolument rien. On a voulu faire croire aux Britanniques que ce serait le lendemain que la Tamise serait changée en sang, qu'il y aurait des invasions de sauterelles. Non, le lendemain, il y a eu le soleil qui s'est levé sur Londres et il n'y avait absolument aucun problème. D'ailleurs, j'étais sur place, donc je peux vous le dire.
Merci beaucoup Charles-Henri Gallois d'avoir été avec nous. Vous êtes président de Génération Frexit et contributeur pour Front Populaire. Et merci à vous Jean-Michel Salmon. Plaisir. Vous êtes docteur en économie et auteur du Grand Abécédaire du Brexit aux éditions des 3 colonnes.